Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Ouais. Puis ça, ce que tu dis, ça me ramène, moi, à l'importance de valoriser deux choses, dépendamment de dans quel rôle on est, puis c'est peut-être la même chose, mais en bout de ligne, c'est apprendre et vouloir s'améliorer. Puis un lien que tu fais dans tes travaux, justement, avec ça, puis là, j'utilise une citation directe, du moins traduite librement, parce que la majorité de tes travaux sont en anglais, c'est en plus de sa relation positive avec la pratique délibérée, d'où le lien avec l'amélioration puis l'apprentissage, donc le lien avec la pratique délibérée et les performances, la passion harmonieuse est également associée de manière positive à des indicateurs de bien-être psychologique tels que la satisfaction de la vie. Pour moi, c'est très fort comme affirmation, mais l'aspect que je trouve intéressant, puis tu y as touché brièvement, mais je sens que c'est quand même une bonne partie de ton expertise, c'est quoi le lien entre, ou dans le fond, si on a une plus grande passion harmonieuse, on va passer plus de temps à faire de la pratique délibérée. Donc, on va passer plus de temps à jouer à son sport en essayant de s'améliorer juste par soi-même. C'est un peu ça que tu veux dire? C'est quoi qui se cache derrière tout ça? Parce que l'aspect satisfaction de vie puis bien-être, on en a parlé, mais le lien entre ça et la pratique délibérée, pour moi, c'est important parce que oui, la pratique délibérée, c'est un concept qui a été. Le monde sont en amour avec pendant un certain temps. Là, on a commencé à le démoniser parce que la règle des 10 000 heures, on ne peut pas se faire la règle des 10 000 heures. Mais si on retourne aux travaux d'Erickson, puis je pense pas que c'est ça le but d'aujourd'hui de la conversation, mais Erickson, il n'était pas content qu'on l'appelle les règles des 10 000 heures, là, si j'ai bien compris ce qui s'est passé. Mais ça reste que pour devenir un expert, il faut faire de la pratique délibérée. Ça, là, il n'y a aucun doute. Mais le règle des 10 000 heures, ça, c'est débattable. Ça sera pour une autre fois. Mais c'est quoi le lien entre le fait qu'on développe une passion harmonieuse, puis justement, on va mettre plus de temps ou on va avoir une meilleure pratique délibérée? Ou c'est quoi le lien entre les deux? C'est une super bonne question. La pratique délibérée, de la façon dont on l'a défini dans cette étude-là, c'était vraiment le temps et les efforts que les athlètes faisaient à l'extérieur de ce qui était demandé. Fait que, intuitivement, des fois, on peut penser que ça va dépendre, on va avoir besoin d'une passion qui est plus obsessive pour être capable. On rumine là-dessus, on s'investit, on continue à en faire beaucoup. Mais dans les faits, oui, ça arrive avec la passion obsessive, mais la passion harmonieuse, parce que tu aimes l'activité, est importante pour toi. Comme je reviens à la notion que c'est pas une question de quantité, mais de qualité d'engagement. Fait l'engagement en termes quantitatifs, il est très fort avec la passion harmonieuse. Pour revenir au début de notre conversation, la switch de passion, là, elle est ouverte avec la passion harmonieuse aussi. Donc, les jeunes qui ont une passion harmonieuse, les coachs qui ont une passion harmonieuse, ils ne les comptent pas les heures. Ils sont prêts à en faire des sacrifices, à faire des efforts, à retourner, à être les premiers sur la glace, puis à être là. Mais ils vont le faire parce qu'ils veulent apprendre. Je pense que c'est la motivation qui est en dessous de la pratique délibérée qui va être différente. C'est pas le fait de vouloir faire de la pratique délibérée ou non, mais c'est pourquoi tu fais de la pratique délibérée qui va être différente. Avec la passion harmonieuse, tu le fais parce que tu veux maîtriser ta tâche, tu veux la comprendre, la feinte que tu essaies de maîtriser, tu veux être capable de voir les choses de différentes perspectives, tu veux t'améliorer comme athlète. Avec la passion obsessive, c'est que tu veux montrer que tu es le meilleur. C'est vraiment différent. Tu ne veux pas te faire battre. Fait que tu vas mettre les heures. Puis, dans une autre étude que j'ai faite, c'était avec l'Académie de Feu l'Impact de Montréal, le CF Montréal maintenant. J'ai travaillé avec leur académie pendant 3 ans à suivre leurs athlètes. Ce qui était intéressant dans cette étude-là, c'est qu'on a voulu voir, en fait, j'ai voulu voir là, comment, en mesurant à plusieurs reprises sur 3 ans, comment la passion, mesurée au point de mesure initial, permettait l'évolution de la pratique délibérée, de la performance et du bien-être. Fait que pas juste voir est-ce qu'on est capable de l'atteindre en bout de ligne, mais comment ça change au fil du temps. Quelles sont les trajectoires de changement en gros? Est-ce que les athlètes s'améliorent dans le temps? Puis, on a eu une super belle collaboration pour cette étude-là, des coachs de l'académie qui ont rempli des rapports pour leurs athlètes au niveau de leur performance. Fait qu'on avait tout un tableau, là, performance au niveau tactique, technique, physique et même psychologique. On avait tout ça était pondéré en fonction de la position, parce que, par exemple, le jeu de tête pour un ailier, c'est pas aussi important que pour un défenseur central. Fait qu'on avait tout pondéré.
Et les coachs ont aussi rapporté à quel point, là, dans les 3 derniers mois, puisque c'était à peu près à chaque 3 à 6 mois qu'on faisait nos temps de mesure, donc dans le dernier trimestre, en gros, à quel point les athlètes étaient sérieux dans leur préparation. Fait que leur hygiène de vie, leur sérieux aux pratiques, est-ce qu'il y avait un bon rythme de sommeil, est-ce qu'ils mangeaient bien, est-ce qu'ils arrivaient avec une bonne attitude, tout ça. Fait qu'un espèce de proxy de pratique délibérée, mais rapporté par le coach. Et donc, on avait la mesure de passion initialement. Ensuite, on a plusieurs temps de mesure. Puis ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait juste la passion harmonieuse qui était associée à l'amélioration de la pratique délibérée telle qu'évaluée par le coach et en bout de ligne, l'amélioration de la performance telle qu'évaluée par le coach sur 3 ans. Fait que cette logique-là de maîtrise, d'effort, de volonté de s'améliorer personnellement, ben, qui vient de la passion harmonieuse, les coachs étaient capables de la percevoir. Donc, cet athlète-là, sur les 3 ans qui était avec le coach, là, ben, son coach était capable de voir qu'il s'améliorait, il mettait plus de temps, il mettait plus d'efforts, il faisait attention à son hygiène de vie. La passion obsessive n'était pas reliée à ça. Fait que ça, c'était la première étude qui étudiait vraiment l'évolution de la performance dans le temps. Puis, comme tu l'as mentionné, ben, la passion harmonieuse était associée aux émotions positives, à la satisfaction de vie. Puis la passion obsessive, elle était associée à l'augmentation des émotions négatives, la diminution de la satisfaction de vie et pas plus de performance. C'est tellement intéressant parce que ce que ça dit, pour moi, c'est qu'en bout de ligne, c'est plus soutenable à long terme, c'est plus durable. Tu sais, des fois, on parle du développement durable en termes d'environnement, mais c'est comme si le climat qu'on instaure comme entraîneur, si on est capable d'avoir un climat qui va favoriser davantage la passion harmonieuse, mais on va avoir des athlètes qui vont être plus concentrés sur l'amélioration et pour ça, ils vont avoir un meilleur développement durable de chacun des athlètes et dans le fond de ton équipe. Ce qui revient une pierre angulaire pour moi, je pense, dans le rôle d'entraîneur, dans tout ce que tu dis, c'est comment est-ce qu'on doit se concentrer sur le climat qui va essayer de favoriser davantage la maîtrise, comme tu mentionnais tout à l'heure, les buts, donc l'opposé des buts d'évitement, les buts de rapprochement, je pense en français. D'approche, les buts d'approche, ces choses-là. Puis là, ça me ramène à la question un peu d'un de nos auditeurs, qui est un entraîneur au Québec, qui fait aussi des études graduées. On n'ira pas plus spécifique que ça, parce qu'il serait facile à identifier pour différentes raisons. Donc, c'est un homme, si vous avez bien compris. Et là, je vais la poser telle quelle. Je ne fais pas ça d'habitude, mais là, je vais le faire parce qu'elle est tellement bien écrite. On y a touché un petit peu, mais j'aimerais au moins avoir ton commentaire avant qu'on mette le fin. C'est quand un journaliste a posé une question à Kareem Abdul-Jabbar à propos du style de coaching de John Wooden, il a répondu « dispassionate » à propos du style de coaching de John Wooden. En fait, Coach Wooden, qui est une légende, hein, seulement élu coach du centenaire, je pense, selon Sports Illustrated, disait souvent à ses athlètes « Never be passion slave ». Donc, ne soyez jamais l'esclave de la passion. Au contraire, il les encourageait à garder leur sang-froid afin de prendre les meilleures décisions possibles sur le terrain de jeu. Donc, selon toi, donc ça c'est à toi qu'il adressait la question, quand est-ce que la passion devient un facteur qui limite la performance dans un contexte sportif et au contraire, quand est-ce que la passion favorise la performance? On a déjà touché un petit peu, mais j'aimerais au moins avoir ton commentaire, puis je pense qu'on peut gratter un petit peu sur le côté quand est-ce que la passion devient un facteur qui limite la performance dans un contexte sportif? Super intéressant comme question. Puis cet aspect-là de Coach Wooden, je ne le connaissais pas, mais c'est en plein sur le Python. Il y a des exemples aussi, même carrément de Phil Jackson avec les Bills, les Bulls dans le temps, qui a un passé, c'était un ancien hippie avec le yoga et tout, puis il amenait vraiment les joueurs à essayer de faire des fois d'autres choses, puis il leur laissait aussi souvent, hein, comme les joueurs, surtout au niveau professionnel, c'est des experts. Hein, ils connaissent, ils sont capables de lire le jeu. Puis un coach qui est trop, qui impose trop ses jeux, qui laisse, éventuellement, ça peut créer de la discorde là, dans une équipe. Puis Phil Jackson laissait justement, hey les gars, qu'est-ce que vous pensez? T'sais? Puis il leur proposait 2 jeux, puis c'est lui qui prenait la décision en bout de ligne. Mais il demandait l'avis aux joueurs. Proposez-moi 2 jeux, puis on va choisir. Fait
Fait que cette notion-là de laisser du choix, laisser de l'autonomie dans la prise de décision des athlètes pour un coach, c'est super important. Et quand la passion devient limitante pour la performance, ben c'est justement souvent quand le contexte dans lequel l'athlète se trouve valorise trop la performance, valorise trop le résultat et pas assez le processus. Ben, à ce moment-là, ça met une pression sur tout le monde d'atteindre la performance au-delà du processus, ce qui fait que les athlètes sentent plus de pression, les coachs sentent plus de pression, les, on tient le bâton plus serré parce qu'on ne veut pas faire d'erreur. On ne veut plus frapper la. Je te ramène sur ton golf encore. Là. On veut éviter la trappe d'eau. On n'est plus en train d'essayer de visualiser qu'on va réussir notre coup. On est en train de penser qu'on va ne pas l'échouer. Et la passion obsessive, c'est justement quand il y a une survalorisation du résultat pour satisfaire notre ego, ben à ce moment-là, ça devient beaucoup plus risqué puis beaucoup plus taxant au niveau cognitif parce que c'est comme s'il y avait tout le temps un petit moteur qui fonctionnait là, dans le background qui disait manque pas ta shot, manque pas ta shot, manque. Mais tu n'es pas en train de penser à bien te placer, tu es en train de voir tout ce qui peut être une menace qui va t'empêcher de réussir ton truc. Tu n'es pas en train de te setter pour réussir ton mouvement, pour réussir ton lancer, pour réussir ton saut. Fait que je dirais, c'est ça, une trop grande valorisation de la réussite au-delà du processus. C'est probablement un des aspects clés là, qui fait que un contexte, un climat pourrait switcher d'une passion qui pourrait être plus saine à une passion plus malsaine. Puis des fois, c'est un réflexe qu'on a qui est à la limite naturel. Hein? Quand on a un mauvais match, 2 mauvais matchs, on commence à vouloir contrôler plus, à vouloir resserrer, à encadrer plus les « OK, ça t'as pas bien fait ci, t'as pas bien fait ça. » Relax. On remet les choses en perspective, revient au fondamental, revient au processus, puis les bonnes choses vont finir par arriver. Fait que oui, ça serait ça que j'aurais à dire là-dessus. Puis, John Wooden,